Si je vous demande de me citer le film Astérix que vous détestez le plus, il y a de grandes chances pour que vous mentionniez Astérix aux Jeux Olympiques. Bon alors honnêtement, c'est pas le seul gros navet de la franchise, hein. Ces deux-là sont aussi d'assez bons prétendants au titre, mais à en croire les notes spectateurs sur Allociné, c'est bien le film de 2008 que tout le monde semble détester assez unanimement. Mais ce qui est fou, c'est qu'Astérix aux Jeux Olympiques avait absolument tout pour réussir. L'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, plus d'une trentaine de stars au casting, des décors pharaoniques, et pourtant, quand le film sort en 2008, c'est la douche froide. Dernier Astérix avec Stéphane Rousseau, démoli par la critique française. Ça ne fonctionne pas du tout comme long métrage. Il y a 80 stars dans le film et il n'y a jamais Astérix. Alors comment, après le triomphe critique et commercial du film de Chabat, qui avait pourtant établi la recette idéale pour une adaptation d'Astérix réussie, a-t-on pu se planter à ce point? Mais surtout, ce que je trouve vraiment le plus intéressant dans cette histoire, ce fiasco nous en dit long sur l'une des familles les plus puissantes du cinéma français. Alors je sais que le sujet a déjà été traité à plusieurs reprises sur YouTube, d'ailleurs j'en profite pour vous recommander vivement les excellentes vidéos de Mea et de Lucas Stoll sur le sujet, mais du coup j'ai essayé de prendre un angle un peu différent, de ressortir de nouvelles informations, et de toute façon pour les curieux vous trouverez toutes mes sources en description, et il y en a un paquet. Je vous propose donc d'embarquer avec moi dans les coulisses de la pire adaptation d'Astérix au cinéma, Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix au cinéma, c'est une histoire d'amour-haine. Après un certain nombre d'adaptations animées du Petit Gaulois, c'est le producteur Claude Berry qui, au milieu des années 90, décide de porter la bande dessinée d'Albert Uderzo et de René Goscinny sur grand écran. Surnommé le dernier nabab du cinéma français, Claude Berry est un très grand nom de l'industrie. Il a produit d'immenses succès au box-office, alternant entre films intimes et grandes comédies populaires. Sa carrière n'a connu que peu d'échecs commerciaux. On parle beaucoup de mon courage, moi je parlerai de mon inconscience, vous voyez, c'est plus honnête. Claude Berry est un touche-à-tout. Il commence comme acteur, puis s'attaque à la mise en scène et finit par devenir producteur en suivant l'exemple de son beau-frère, Jean-Pierre Rassam, ayant lui aussi connu beaucoup de succès au cours des années 70 en produisant notamment les films de Jean-Luc Godard ou de Marco Ferreri. Pour revenir à Astérix, c'est en réalité le succès des Visiteurs qui va motiver Claude Berry à se pencher sur ce projet d'adaptation. Et puisque Jean-Marie Poiré, le réal des Visiteurs, est chaud pour bosser sur une adaptation d'Astérix sur grand écran, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu dans les rôles titres, le projet est mis sur les rails au sein de la boîte de prod de Claude Berry. Bon, finalement, c'est Claude Zidi, avec qui Claude Berry avait déjà eu l'occasion de bosser à plusieurs reprises, qui réalisera le film. Quand Astérix et Obélix contre César sort en 1999, c'est un immense succès en France, le plus gros succès de l'année, qui dépasse même le nombre d'entrées de La Menace Fantôme. Mais surtout, le film fonctionne extrêmement bien dans toute l'Europe. Il y a clairement un filon à exploiter et une suite est donc évidemment très rapidement mise en chantier. On remet donc le couvert avec cette fois Chabat à la réal pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui explose les scores du précédent film au box-office français, mais qui malheureusement sous-performe un petit peu en Europe. Et Albert Uderzo, le dessinateur de la bande dessinée, n'est pas très fan du résultat final. La raison, l'humour du film, très esprit canal, lui a paru un petit peu trop éloigné de l'esprit de la bande dessinée. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la raison pour laquelle Chabat n'a pas retouché à un projet Astérix avant sa nouvelle série Netflix Le Combat des Chefs, dont la production a été lancée, je vous le donne en mille, juste après la mort d'Albert Uderzo. Et j'en profite pour vous dire qu'on a enregistré un épisode du podcast Caméflex où on chronique justement Le Combat des Chefs, on parle de sa prod, de ce qu'on en a pensé avec Tom, mon co-animateur. Caméflex, c'est le podcast hebdomadaire qui sort tous les jeudis dans lequel on revient sur les films qui sortent au cinéma et qui font l'actualité. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, c'est sur toutes les plateformes de podcast, ça sort toutes les semaines et vous pouvez même nous laisser une bonne note si vous voulez soutenir ce qu'on fait. Bref, après l'immense succès de Mission Cléopâtre, pas question d'abandonner la poule aux œufs d'or et Berry se lance rapidement dans la production d'un nouveau film Astérix. Mais après Zidi, après Chabat, quel réalisateur Claude Berry va-t-il choisir pour réaliser ce troisième opus? J'accueille maintenant Gérard Jugnot. Vous allez bientôt avoir un film à faire, c'est-à-dire vous allez faire Astérix en Hispania. Ouais, on commence là à écrire. Tout juste sorti du succès de son film Monsieur Batignolles, c'est Gérard Jugnot qui est choisi par Claude Berry pour réaliser le troisième film Astérix. Pour cette adaptation d'Astérix en Hispanie, Jugnot se débrouille pour réunir toute la troupe du Splendide. Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, etc. seront de la partie et Michel Blanc était même pressenti pour incarner le rôle de César. Pendant 8 mois, Jugnot va travailler à l'écriture de son scénario avec son co-scénariste sur Monsieur Batignolles, Philippe Lopez Curval, tout en préparant le tournage du film. Mais un obstacle majeur va interrompre le projet. Albert Uderzo, encore lui, rejette catégoriquement plusieurs versions du script. C'est le pompon.
Craignant que ce nouvel opus ne suive une voie un petit peu trop similaire à celle de Mission Cléopâtre, avec cette fois la troupe du Splendide à la place de l'équipe des nuls, Uderzo préfère refuser tout simplement le projet. Oui, ça s'est pas fait pour l'histoire de production, et je crois que c'est Uderzo qui a mis un peu tout, mais c'était un sujet, c'est con qu'on l'ait pas fait. Le Astérix de Gérard Jugnot, produit par Claude Berry, ne verra donc pas le jour, mais en coulisses, quelqu'un s'active à son tour pour porter les aventures du petit Gaulois à l'écran. Thomas Langman, un producteur, comme le dit son ami Gérard Lanvin, qui est dans son film, qui a des couilles, vous allez comprendre pourquoi. Il est jeune, il est sûr de lui, il peut lui arriver d'être un petit peu impulsif, mais qui est donc ce Thomas Langman? Tu es le fils de Claude Berry, connard! Oui, ce très jeune producteur n'est autre que le rejeton de Claude Berry, le producteur des 2 premiers films Astérix, et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est Thomas lui-même qui avait soufflé à son père une décennie plus tôt l'idée d'adapter les aventures d'Astérix sur grand écran. C'est sur une idée de mon fils Thomas Langman. Astérix, c'était pas tout à fait ce que je lisais quand j'étais adolescent ou jeune. Disons que j'ai eu l'idée de faire Astérix au cinéma, mais mon père ne lisait pas les bandes dessinées, il connaissait pas vraiment Astérix, et donc j'ai mis des années à le convaincre. Au départ, quand son fils Thomas lui propose l'idée, Claude Berry n'est pas vraiment très chaud, mais comme on l'a vu juste avant, c'est l'immense succès des Visiteurs en 1993 qui va finir par convaincre Claude Berry. Jusqu'au jour où Christian Clavier, Gérard Depardieu et Jean-Marie Poiret ont accepté, les Visiteurs venaient de passer 10 millions d'entrées, ils ont voulu faire Astérix, et tout d'un coup mon père m'a dit tu as raison, puisqu'ils veulent le faire, on va le faire. Et comme on l'a aussi vu juste avant, Jean-Marie Poiret finira par quitter le projet et sera remplacé par Claude Zidi. Mais au-delà de tout ça, qui est vraiment Thomas Langman? Pour vous poser un petit peu l'enfance et le milieu dans lequel Thomas a grandi, je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc je vous propose de jeter un œil à cette photo. Alors, qui on a sur cette photo? Là, c'est Jérôme Sédou, patron milliardaire de pâté et grand-père de Léa Seydoux, sa femme, Sophie de Certeau-Bessy, à côté Francis Ford Coppola, oui, le réalisateur du Parrain et d'Apocalypse Now, Paul Rassam, producteur et distributeur de plusieurs dizaines d'énormes films français et américains, Claude Berry, donc le papa de Thomas Langman, et Thomas, justement, a seulement 19 ans sur le tournage du Parrain 3. Voilà, on n'a clairement pas eu la même enfance. Mais arrivé à l'âge adulte, après une courte carrière de comédien, qui lui vaudra quand même 4 nominations au César, ça aide un peu quand papa s'appelle Claude Berry. Après une courte carrière de comédien, donc, Thomas décide que lui aussi, il veut, comme son papa, se lancer dans la production de films. Il va bosser en tant que producteur délégué sur plusieurs films de son père, comme par exemple Mission Cléopâtre, et il finit par monter sa propre boîte de prod à seulement 24 ans. Il y a 10 ans, vous avez créé votre boîte de prod qui s'appelle La Petite Reine, en mémoire de Reine Production, qui est la boîte de votre père, Claude Berry. Et c'est donc de cette manière qu'est née la toute première production Thomas Langman, Le Boulet, avec Benoît Poulvord et José Garcia. Le Boulet, 3 millions d'entrées. Celui-là, je l'ai fait tout seul. Malgré un score tout à fait honorable au box-office, on peut pas dire qu'on soit sur le film le plus cérébral de la décennie. Je suis très sensible à la diarrhée. Et il en faudra un peu plus pour que Thomas réussisse enfin réellement à épater son paternel. Thomas, en tout cas comme producteur, et à mon avis, il va faire vraiment quelque chose de formidable. Je voulais plaire à mon père, de la même manière qu'il voulait plaire au sien. Je voulais épater mon père. Et là, c'est le moment où on revient à Astérix. Le film de Gérard Jugnot, le Astérix à la sauce splendide étant tombé à l'eau, Langman se dit que c'est peut-être le moment de reprendre le flambeau de son père. On est en 2005 et les Jeux Olympiques de Pékin de 2008 arrivent à grands pas. Langman a donc l'idée d'adapter l'album Astérix aux Jeux Olympiques pour coïncider justement avec les JO. Album qui, lui aussi, avait été réalisé dans l'optique de sortir au même moment que les Jeux Olympiques de 1968. On a écrit un script, on a pris le risque d'écrire un script sans les droits, sans leur accord, et c'est uniquement au moment où on était content du script et qu'on l'a remis, qu'on a su qu'ils acceptaient. Avec Olivier Daza, scénariste du film Podium, il va commencer à élaborer un script qui sera en partie centré sur le personnage de Brutus, fils de César, qui cherche par tous les moyens à assassiner son père afin de prendre sa place. On a pensé à Poulvord tout de suite à l'écriture, parce que Benoît, il est drôle dans la méchanceté, et donc on a écrit pour lui. Et puis Olivier Daza s'est tourné vers moi, il m'a dit « On va te faire du sur-mesure ». Et Olivier me connaît très très bien, donc il m'a vraiment fait une sur-mesure. Mais surtout, l'idée qui motive vraiment Thomas, qu'il avait envie de faire, dit-il, dès le tout premier film Astérix en 1999, c'est Alain Delon en César. Alain Delon qui citerait lors d'une scène tous les grands films de sa filmographie sur la musique du Clan des Siciliens. Ah, moi je l'ai pensé à cause de Delon César. Le problème, c'est qu'Alain Delon ne tourne plus dans aucun film depuis des années. Il a plus ou moins pris sa retraite, mais quand Langman lui propose le rôle de César, on sait pas trop par quel miracle, mais Delon accepte sur le champ. Pourquoi? Simplement parce qu'on m'a présenté un scénario exceptionnel, dans un rôle inattendu et inhabituel, aussi exceptionnel, qui est César, dans le film Astérix aux Jeux Olympiques. Un scénario exceptionnel selon Alain Delon, mais dont l'écriture sera semée d'embûches. Puisqu'après Olivier Daza, c'est Alexandre Charlot et Franck Magnier, scénaristes des Guignols de l'info, qui seront appelés pour retravailler le script. D'ailleurs, avec la fameuse scène d'autodérision sur Alain Delon, on comprend assez facilement pourquoi Langman est allé les chercher eux. Alain Delon t'a donné du bonheur en te parlant. Maintenant,
il se retire. Alors, heureux? Leur job va donc être de raccorder les scènes et les intrigues, notamment toute l'histoire d'Alafolix, personnage inventé pour le film qui tombe amoureux de la princesse Irina. Mais Charlot et Magnier vont avoir aussi la lourde tâche de faire de la place dans le scénario aux nombreuses stars internationales que Thomas Langman veut inclure dans le film à la dernière minute. Et oui, pour aller trouver des financements à l'international, Langman décide de caster des célébrités issues de plusieurs pays européens pour leur faire des petites apparitions dans le film. Et du coup, de demander à ces pays-là d'investir massivement pour qu'on puisse avoir un film qui effectivement rivalise avec Harry Potter hier, Indiana Jones demain. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Santiago Segura dans un petit rôle, connu en Espagne pour la série des films Torrente, dans le but de draguer le public espagnol. C'est aussi comme ça qu'on retrouve le duo de comiques Luca et Paolo, connus notamment pour leur rôle dans le remake italien de Camera Café, Monica Cruz dans une scène coupée au montage, mais aussi Stephen Chow, connu pour son rôle dans Shaolin Soccer, qui sera finalement retiré du scénario avant même le tournage, ou encore Michael Bouli-Herbig, le réalisateur et la star de Space Movie La Menace Fantoche, une parodie de Star Wars et de Star Trek qui avait tout pété au box-office allemand en 2004. D'où la présence de ce gag avec le sabre laser, qui n'a pas beaucoup de sens en fait si on n'a pas le contexte. D'ailleurs, je me pose sérieusement des questions sur les refs à Star Wars dans les films Astérix, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et globalement, elles sont pas d'une grande subtilité. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Parce que je suis ton père. Mais non. C'est vraiment n'importe quoi. Qui foutrait une ref à Star Wars dans un truc sur Astérix? Ça n'aurait aucun sens. Vous connaissez la boutique du sabre laser? Si vous êtes fan de Star Wars, il y a de grandes chances pour que ça vous parle. Sur la boutique du sabre laser, vous retrouverez des dizaines de répliques de sabre laser, justement, ultra fidèles de la saga. Regardez, moi là j'ai le sabre de Luke. D'ailleurs, il est pas de la bonne couleur. Attendez, je change. Voilà, on est en vert, c'est quand même le sabre de Luke de l'épisode 6, c'est extrêmement satisfaisant à tenir en main. On est vraiment sur un produit haut de gamme, avec des finitions en métal, un grip réaliste, c'est vraiment un magnifique objet de collection. Il est tellement grand que vraiment j'arrive pas à le faire rentrer dans le cadre. S'il a comme ça là, ça rentre. En vrai, un peu stylé, un peu stylé. Il fallait que je vous parle de la nouveauté qui vient d'arriver sur leur site, les packs collector, dans lesquels sont fournis le sabre de votre choix. Donc il y a le sabre de Dark Vador, d'Ahsoka, d'Anakin, d'Obi-Wan. Enfin bref, il y a un paquet de sabres de personnages différents, on va pas tous les faire. Mais est aussi fourni dans le pack collector la lame en polycarbonate de 82 cm, donc celle-ci là, une belle mallette de transport, un support d'exposition, une carte promo et d'autres goodies que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et pour vous procurer une de ces petites merveilles, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, puisqu'il y a plein de promos sur le site en ce moment. Déjà, une commande sur 20 est remboursée intégralement, donc vous pouvez tenter votre chance. Ensuite, si vous cumulez toutes les promos, vous avez jusqu'à 42% de réduction. Et enfin, pour encore plus de réduction, vous pouvez utiliser mon code Nicolas10 pour 10% de réduction supplémentaire sur les packs collector. Oh, et tant qu'on y est, je vous en mets un petit dernier. Avec le code Nicolas20, vous avez 20% sur tout le reste de la boutique hors pack collector. Par contre, il faut faire vite parce que les codes promo Nicolas10 et Nicolas20 ne seront valables que pendant 7 jours. Donc foncez maintenant pour vous procurer une de ces petites merveilles. Oula. Retrouvez tous les sabres laser et tous les packs collector sur la boutique du sabre laser, je vous mets le lien en description. Maintenant, je vous propose qu'on retourne à Astérix. Donc, pour revenir à notre histoire, le casting du film sera composé ainsi. Pour Astérix, Christian Clavier ne souhaite pas reprendre le rôle, donc Laurent Deutsch est envisagé, mais aussi José Garcia, et c'est finalement Clovis Cornillac qui obtient le rôle. Pour Obélix, on garde Gérard Depardieu. Pour Brutus, c'est donc Benoît Poulvorde qui est casté. César, comme on l'a vu avant, ce sera pour Alain Delon. Pour Panoramix, Jean-Pierre Cassel, dans son tout dernier rôle au cinéma. Assurance Tourix va à Franck Dubosc, qui pour le coup partage une vraie ressemblance physique avec le personnage. Alors, on n'attend pas Assurance Tourix? Mais ça n'excuse pas tout. Cornet Durus devait être incarné par Jean-Claude Van Damme, mais est finalement remplacé à la dernière minute par Jérôme Le Banner, et on note aussi plusieurs personnages inventés directement pour le film. À commencer par celui d'Alexandre Astier. Je suis pas dans le scénario, de base. Je suis rajouté plus tard, moi. Et surtout, les personnages d'Alafolix, joué par le Québécois Stéphane Rousseau, qui sera le personnage principal du film. Ok, pourquoi pas. Je savais bien qu'avec mon accent, à chaque fois que je m'ouvrais la trappe, il y en avait un qui se payait ma tête. Et Vanessa Eisler, actrice italo-américaine qui a pas fait grand chose depuis et qui était connue à ce moment-là quasi exclusivement comme la Alice de la pub Alice. Au total, c'est plus de 10 millions d'euros qui seront dépensés dans le casting, oui, c'est un vrai chiffre. Et ouais, ça fait beaucoup de personnages. Et encore, je vous en ai épargné une bonne dizaine. Genre, tous les sportifs qui viennent faire un caméo dans le film. Vous imaginez bien que pour Alexandre Charlot et Franck Magnier, au scénario, c'est pas facile de caser tout ça. Et finalement, saoulés par les réécritures interminables et le tempérament imprévisible de Thomas Langman, Charlot et Magnier décident de quitter le projet pour aller travailler sur un autre film. Voilà, pour le moment, j'en dis pas plus. On va revenir dessus un peu plus tard, mais ils partent tous les deux travailler sur un autre projet. Langman avait aussi proposé à son père, Claude Berry, de produire le film avec lui. Alors, au début, c'est ce qui était prévu. Le père et le fils devaient travailler
travailler ensemble, mais finalement, Claude Berry quittera le projet avant le début du tournage pour lui aussi aller bosser sur cet autre film-là. On va y revenir à l'autre film. Même si Claude Berry s'est retiré du projet, le tournage démarre en juin 2006. Et c'est au tournage, justement, que les choses vont rapidement devenir incontrôlables. À la mise en scène du long métrage, on retrouve donc Frédéric Forestier, avec qui Langman avait déjà travaillé sur Le Boulet, et Thomas Langman lui-même, qui s'attribue le rôle de co-réalisateur. Ça, si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, vous savez que c'est pas particulièrement une bonne idée. Un gars qui produit un projet beaucoup trop grand pour lui, qui sait pas exactement ce qu'il est en train de faire, et qui en plus décide d'endosser le rôle de réalisateur, je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Le tournage aura donc lieu en partie à Fontainebleau, mais le gros du travail sera surtout fait dans les studios de la Ciudad de la Luz, près d'Alicante, en Espagne. Des studios gigantesques, ouverts peu de temps avant le début du tournage, qui vont permettre d'accueillir les immenses décors du Palais de César et du Stade Olympique. C'est son œuvre, hein? Ouais, avec René quand même. C'est un peu un aboutissement de toute son œuvre. Mais enfin, c'est ses dessins en vrai. C'est une vraie nature. Et si vous vous posez la question, oui, ces immenses décors construits par Aline Bonetto, connue pour avoir travaillé sur les films de Jean-Pierre Jeunet et plus récemment sur les 2 films Wonder Woman, ont coûté une véritable fortune, comme tout le reste du film d'ailleurs. Le budget d'Astérix aux Jeux Olympiques s'élève donc à 78 millions d'euros, ce qui en fait, au moment de sa sortie, le film en langue française le plus cher de l'histoire du cinéma français, tout simplement. L'important, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça peut rapporter. Alors, j'ai bien dit en langue française, parce qu'on dit souvent qu'Astérix a été le plus gros budget de l'histoire du cinéma français, ce qui est pas totalement vrai. Ce record-là, il est détenu par le 5e élément, qui a lui coûté 90 millions d'euros, mais qui lui n'a pas été tourné en langue française. Pour ce qui est de la technique, Langman s'entoure des meilleurs. On a déjà parlé d'Aline Bonetto au décor, mais il va notamment confier les cascades en chevaux de la course de chars à Ricardo Cruz, qui avait bossé avant ça sur Le Dernier Samouraï. La photographie est confiée à Thierry Arbogast, qui a bossé sur une très grosse partie de la filmographie de Luc Besson, qui décide, et c'est assez novateur pour le cinéma français de l'époque, de tourner Astérix avec des caméras numériques. Estas cámaras de nueva generación para hacer todo tipo de efectos especiales que nos maravillarán cuando los veamos en la gran pantalla. Et je sais pas si c'est dû au numérique, mais je trouve qu'il y a un vrai problème dans la photo du film. Je sais pas, c'est surex de partout, le ciel est complètement cramé, regardez, c'est tout blanc. Et c'est comme ça pendant tout le film. Pour un film qui cherche justement à coller au dessin d'Uderzo, je comprends pas ce choix, parce que dans la BD, les ciels, ils sont bleus quoi. Tu les as vus les dessins? Enfin bref, le numérique sur le film, ça a visiblement été un peu compliqué. C'est la première fois qu'on réalise un film en numérique et j'ai une pensée pour les gens qui font du numérique, parce que c'est pas facile. Mais l'un des plus gros problèmes sur ce tournage, ça va clairement être les égos des comédiens. Déjà, on a Depardieu qui impose de ne tourner que l'après-midi, qui envoie sa doublure filmer tous les plans sur lesquels il a la flemme d'apparaître, qui ne connaît pas non plus ses répliques, ce qui fait qu'il y a des membres de l'équipe qui sont obligés de lui tenir son texte hors cadre sur de grosses pancartes. Ils ont même dû parfois corriger ses yeux en post-production, comme sur ce plan, pour qu'il ait pas l'air de regarder à côté quoi. Ils demandent aussi un accès constant à un buffet sur le tournage, et ce genre de choses continuera d'ailleurs sur le prochain film Astérix, puisque là, il refusera d'être mouillé pendant le tournage, ce qui explique cette scène aberrante dans laquelle Astérix et Obélix sortent de l'eau complètement secs. Bref, c'est une diva, et sur le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques, pour lequel il a été payé 1,4 million d'euros, je le précise, il en branle pas une. Mais vous savez ce qu'on dit? Oh, ça va, c'est GG. Enfin... je sais pas, moi, c'est ce que j'ai entendu à la télé. Et dans la bouche du président de la France... Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Mais ferme ta gueule. Celui qui en a le plus chié sur le tournage, en tout cas celui qui a été le plus vocal à ce propos, c'est bien évidemment Poulvord. Ça n'a pas été une partie de plaisir, non? Les longs mois de tournage loin de chez lui, sous une chaleur épuisante, à faire des scènes dans lesquelles il n'a que très peu de liberté, vont avoir raison de sa santé mentale. Moi, le personnage, il était là, je devais juste me raser les jambes... et avoir une tête de con, quoi. C'est pas compliqué, hein. C'est la compagnie de José Garcia qui va un petit peu remonter le moral de Poulvord. Vous avez vu cette expression? Et ça, c'est des années de travail, ça, hein, pour arriver à cette expression, ce vide, ce vide et ce néant, c'est équivalent au néant. Quand on voit le making-of, c'est vraiment marrant de les voir s'envoyer des fions. José Garcia liked very much your work. And I like José Garcia. Yes, but it's a stupid man. But nice. Yes, nice, kind, but so boring and so stupid. Ça y est, il est parti là, José. Il est parti, donc on peut mettre sur sa gueule au petit tabouret. Quand les deux jouent ensemble, ça se fait des vannes, des pranks même. Je voulais lui faire une blague. J'avais foutu des vrais asticots dans le bol qu'il devait avaler. Mais c'est des asticots comme ça, quoi. Et il l'a pris dans sa bouche, et puis... normalement, n'importe qui recrache, quoi. Il a fait... non, et il a mordu.
un truc de potage, quoi. J'ai quand même 42 ans. Mais les scènes avec Alain Delon ne vont vraiment pas arranger l'état de Poulvord. Alain Delon, c'est vraiment la plus grosse diva du plateau. Il donne le strict minimum. Il tourne, il s'en va, il tourne, il s'en va, il tourne, il s'en va. Bon, j'ai rien partagé avec lui. Donc il y a aucune alchimie dans le film entre Brutus et César. Vraiment, parfois ça se voit même que les deux tournent pas dans la même scène en même temps. Non, parfois je faisais un contre-champ 4 jours plus tard, hein, parce que la lumière ne convenait pas, parce qu'Alain ne voulait plus la faire. Ou n'était plus là. Ou n'était pas là, c'était très compliqué. Et Poulvord n'est clairement pas le seul à avoir des problèmes avec Alain Delon. Hein. Beaucoup d'acteurs vont avoir un peu de mal avec le personnage, comme Bully Lanners par exemple, qui va décider d'emmerder Delon en lui volant sa chaise de tournage. Parce qu'il y avait une chaise Alain Delon et puis j'avais une chaise Bully Lanners et je me dis, ma femme elle a rien pour s'asseoir, on part en camping après le tournage, donc... Il est resté debout, à mon avis, le reste du tournage. Mais sa vengeance ne s'arrête pas là, puisque Bully Lanners va utiliser la chaise de Monsieur Alain Delon dans le film qu'il réalisera juste après le tournage d'Astérix, Eldorado, lors d'une scène dans laquelle un nudiste s'assoit sur la précieuse assise. Bien malin qui ne profite jamais parce qu'on me l'a revolé. On me l'a volé avec une table de camping. Donc ouais. Le seul qui n'a visiblement pas eu de problème avec Delon, c'est Clovis Cornillac, qui lui, contrairement à la majorité du casting, a bien aimé travailler à ses côtés. Il était off, en plein cagnard, à 40 degrés, habillé en César, pendant toute une journée, alors qu'il n'était pas dans le cadre, pour me donner la réplique, et de manière en disant, mais c'est hors de question que je sois pas là, Clovis. J'aime beaucoup Alain pour ça, et pour le plaisir qu'il a à venir sur le plateau à l'heure, à faire, je sais pas, d'avoir un respect pour le travail, quoi. C'est vraiment le discours totalement inverse du reste de l'équipe, mais ok si tu le dis. Bon, au-delà de ça, il y a un vrai problème de communication sur le tournage, hein, puisque certains parlent anglais, espagnol, italien, français, ça facilite vraiment pas les choses. On a eu le temps de discuter, de se raconter nos vies, enfin, d'une manière très simple. Hein. Moi, Ellie, c'est Mouno. Toi, comment t'appelles? Lucas Bizarri, d'accord. Bonne journata. Les semaines passent et le tournage devient de plus en plus chaotique. L'un des réalisateurs de deuxième équipe ainsi que plusieurs techniciens quittent la production. La faute à Langman qui est tout simplement incontrôlable. Il se brouille avec son co-réalisateur Frédéric Forestier. Il est jamais présent sur le plateau. Bon bah quand c'est au point, vous m'appelez les gars. Je repasserai d'ici un mois. Selon un collaborateur anonyme qui témoigne dans le très bon article de Jérôme Lachasse pour BFM, Thomas Langman ne pensait qu'à s'amuser. Il était là uniquement quand il y avait des caméras de making-of et il arrivait très souvent endormi, absent, sans énergie. Il découvrait une scène qui avait été pour une bonne partie déjà tournée. Il nous disait que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire et on devait tout recommencer. Et vous savez pourquoi Thomas agit de cette manière? Eh bien parce que Thomas est héroïnomane. Alors je sais pas si c'est très adéquat avec le boulot de producteur du plus gros film de l'histoire du cinéma français, mais écoutez, chacun ses méthodes de travail j'imagine. Hein. Une addiction qu'il a héritée de son oncle, Jean-Pierre Rassam, le producteur de cinéma dont on a parlé un peu plus tôt. Alors je sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais en tout cas les deux ont souffert d'une addiction à l'héroïne. Langman se fait donc livrer de la drogue sur le plateau d'Astérix, mais pas que, hein, il sait s'amuser le Thomas, puisqu'il fait aussi venir des prostituées d'Europe de l'Est dans des vols en jet privé à 15 000 €. Là ça part complètement en couille, et croyez-moi, c'est pas fini. En gros, pendant la production du film, Langman côtoie une femme qui se fait appeler Maïté, dont le vrai nom est en réalité Marie-Antoinette, qui est une maquerelle suisse de 37 ans. Elle lui procure des filles et de l'héroïne, et en échange, elle a grosso modo un accès illimité à sa carte de crédit. Et elle a aussi une relation sur le tournage dont la nature n'a jamais vraiment été révélée, on sait pas ce qui s'est vraiment passé entre les deux, avec Alain Delon, qui va d'ailleurs lui dédicacer une petite photo. C'est hyper mignon de sa part. Mais Marie-Antoinette cache en réalité bien son jeu, puisqu'elle a secrètement enregistré toutes les conversations téléphoniques qu'elle a eues avec Langman, et qu'à la fin du tournage du film, elle va commencer à faire chanter Thomas. Elle le menace donc de révéler les échanges qu'ils ont eus et leur nature parfaitement illégale au procureur de la République française si Thomas ne règle pas des prestations impayées, ce qu'elle va finir par faire. Et elle en était clairement pas à son coup d'essai puisqu'elle a aussi fait chanter d'autres clients à elle. L'affaire va donc faire les gros titres et se résoudra devant les tribunaux suisses. Voilà, on n'est pas sur la meilleure campagne de promo pour un film familial si vous voulez mon avis. Et pour revenir au tournage, Langman va lui aussi avoir droit à sa petite embrouille avec Alain Delon. Delon, non content d'avoir déjà son nom encadré sur l'affiche mais aussi dans le générique du film, clause qu'il a vraiment tenu à inscrire dans son contrat. Non mais c'est quoi cette requête de trou de balle là? A aussi un droit de regard sur toute la promo. Et quand Langman fait l'erreur de diffuser les premières images d'Astérix lors d'un salon professionnel sans demander l'accord d'Alain Delon, oh là 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 là, c'est la catastrophe. Delon pète un câble. Il aurait carrément dit à Langman: je vais vous tuer. C'est une singerie d'être aussi fou. Les deux s'embrouillent et résultat, Langman est dégagé du plateau par son propre acteur pendant 3 jours. Bon, je vous épargne les détails sur les effets spéciaux du film qui sont assez laids dans l'ensemble. La faute à un manque d'organisation et à une gigantesque quantité de boulot pour les artistes
d'artistes effets spéciaux. Si on peut quand même mentionner que le montage durait plus de 3 heures à l'origine, et vu comment on se fait chier devant cette version finale d'1h57, je me dis qu'on a bien de la chance au final de ne jamais avoir vu cette version. Et après de longs mois de post-production, Astérix aux Jeux Olympiques sort dans plus de 6000 cinémas dans toute l'Europe, ce qui est absolument gigantesque, le 30 janvier 2008. Astérix aux Jeux Olympiques sort sur les écrans mercredi. Dies ist jetzt die dritte Realverfilmung der Asterix-Geschichte. Le film de tous les records, budget de près de 80 millions d'euros. Es la película más cara de la historia del cine europeo. Quale sarà il destino di questo terzo capitolo? Mais un pari financier risqué. Et comme toujours, c'est la plèbe qui tranchera. Au moment de sa sortie, Astérix ne réalise pas du tout un mauvais démarrage, loin de là. Plus de 2 millions de spectateurs en France se ruent dans les salles de cinéma dès sa première semaine d'exploitation. Déjà qu'il y a la queue là, mais à mon avis ce soir ça va être la folie. Le film fait des entrées, oui, mais le bouche à oreille est désastreux. La présentation du film semblait très rigolote, et c'est moyennement rigolo. Les filles étaient un petit peu déçues de ne pas avoir beaucoup Astérix et Obélix. C'est-à-dire que la star c'est pas Astérix un petit peu? La star c'est pas Astérix, il y a 80 stars dans le film et il n'y a jamais Astérix. Tout le monde trouve le film mauvais, pas drôle, bling bling, bref, tout l'inverse de l'opus précédent réalisé par Alain Chabat. C'est vrai que c'est chaud de passer après moi. Et les critiques détruisent le film sur place. Ça ne fonctionne pas du tout comme long métrage et ça apparaît comme très long avec des scènes parfaitement inutiles, donc je me suis terriblement ennuyé. Puis on tire sur la corde, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais quoi. Oui. Beaucoup de monde dans les salles, les enfants très contents, les parents un peu moins, les critiques assez sévères. Je suis triste surtout pour les critiques s'ils ont passé un mauvais moment. Malgré un bon démarrage, le box-office du film sera finalement inférieur aux 2 précédents opus produits par Claude Berry. Ça pique un peu, mais attendez, l'humiliation n'est pas terminée. Vous vous souvenez quand je vous expliquais que les scénaristes Alexandre Charlot et Franck Magnier, tout comme Claude Berry, s'étaient barrés au tout début de la prod d'Astérix pour aller bosser sur un autre film dont j'avais sciemment omis de mentionner le nom. Bon bah, ce film, il va sortir 3 semaines après Astérix et il répond au doux nom de Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone qui est en train de battre tous les records. 600 000 spectateurs en une semaine dans le Nord. C'est d'ores et déjà le plus gros démarrage de l'histoire du cinéma en France. Plus d'1 million de Français ont déjà été voir Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone. Bienvenue chez les Ch'tis, s'il continuait sur sa lancée, pourrait devenir l'un des films français les plus populaires de tous les temps. 8 223 801, c'est le nombre incroyable de personnes qui ont déjà vu Bienvenue chez les Ch'tis. Les records s'enchaînent. Au bout de 6 semaines, Les Ch'tis devient le film le plus vu en salle, un record détenu jusque-là par La Grande Vadrouille. Astérix va vraiment se faire fumer la gueule par les Ch'tis, film de tous les records, produit par le papa de Thomas Langman, Claude Berry. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Les recettes d'Astérix finiront bien en dessous des espérances de Thomas Langman, avec un peu moins de 7 millions d'entrées en France et environ 10 millions en Europe. C'est celui qui a le mieux marché en Europe, mais le moins bien en France. Il a fait autour de 20 millions d'entrées en Europe, mais que, entre guillemets, 7 en France. Par contre, j'arrive vraiment pas à comprendre d'où Langman sort ces chiffres-là. J'ai trouvé nulle part des infos sur le chiffre de 20 millions d'entrées en Europe, comme il dit, donc... je sais pas de quoi il parle. On peut considérer le film comme un échec, puisque c'est en dessous des attentes de Langman, et que le budget du film était tout bonnement monstrueux, mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, parce que 7 millions d'entrées, c'est certes beaucoup moins que Bienvenue chez les Ch'tis, qui a tapé plus de 20 millions d'entrées, et c'est aussi en dessous des 2 précédents films Astérix, mais c'est quand même 2,5 millions de plus qu'Indiana Jones 4, 4 millions de plus que The Dark Knight, et 5 millions de plus qu'Iron Man par exemple. Donc un échec relatif. Mais attendez, parce que c'est pas la fin de notre histoire. On n'en a pas encore fini avec Thomas Langman. L'échec de son Astérix est assez humiliant pour Langman, et honnêtement ça a pas dû être facile à encaisser. Il a pas réussi à faire aussi bien que les films de son papa, et encore aujourd'hui, plus de 15 ans après, son Astérix est toujours considéré de manière plutôt unanime comme la pire adaptation du personnage à l'écran. Mais 9 mois plus tard, à l'automne 2008, Langman va sortir 2 films coup sur coup. Mérine, l'instinct de mort, et Mérine, l'ennemi public numéro 1. Ce biopic en 2 parties sur l'un des plus célèbres criminels français est un gigantesque succès, aussi bien critique que public. Bon, mais je vais faire comme tout le monde, je vais commencer par remercier Monsieur Claude Berry, mais pas pour la même raison que les autres. Parce que grâce à lui, il y a Thomas Langman. 3 ans plus tard, c'est la consécration. The Artist, projet fou de film muet en noir et blanc, tourné aux États-Unis de Michel Hazanavicius, produit par Thomas Langman, devient un gigantesque succès surprise, séduisant au passage le public américain, en allant jusqu'à empocher en février 2012 5 Oscars, dont celui du meilleur film. You're offering me tonight the opportunity to pay tribute to a member of this academy that I miss so much,
the Oscar winner Claude Berry. C'est enfin la consécration pour Thomas qui marche désormais dans les pas de son père, mais Claude Berry, lui, n'est plus là pour le féliciter puisqu'il est malheureusement décédé 3 ans plus tôt, le 12 janvier 2009. Malgré l'accueil et le succès phénoménal de The Artist, la suite de la vie et de la carrière de Thomas Langman va se retrouver entachée par de très nombreux scandales qui viendront ternir durablement l'image publique du producteur. Je n'ai absolument pas harcelé ma femme, à aucun moment. J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils. Je n'ai pas décidé de faire cette fraude fiscale. Je ne suis pas violent, je n'ai jamais violenté ma femme. Ces derniers films seront de gros échecs. En 2018, sa société de production La Petite Reine est placée en procédure de sauvegarde et Langman se retrouve aussi embourbé dans des affaires judiciaires autour de la succession de son père et se brouille avec une grande partie de sa famille. Mon frère serait complètement fou s'il était là et qu'il voyait ça. Je pense qu'il irait casser la gueule à Thomas. Astérix aux Jeux Olympiques reste à ce jour le film le plus gros et le plus ambitieux que Thomas Langman ait produit. Avec le sujet Astérix, j'ai vraiment choisi des films qui font partie des plus célèbres productions françaises, mais j'ai aussi fait une vidéo sur l'un des films les plus méconnus du cinéma français pour le coup. Un film un peu bizarre dans lequel il y a un zizi qui parle. Je vous spoil pas la vidéo, mais en gros j'ai passé 4 ans à enquêter sur ce film pour le retrouver. Je vous laisse découvrir cette histoire juste ici. Je vous le redis ici, mais n'hésitez pas à aller suivre Caméflex sur toutes les plateformes de podcast, ça sort toutes les semaines et on traite de l'actualité cinématographique. Sinon on se retrouve très vite, ciao.